Bonjour à tous, bienvenue à la Villa Koegi pour le premier live MyWelper avec Imanol Arinordoki. Bonjour. On est ravis de vous accueillir ici pour ce premier live. Alors, ça va être les conditions du live. Forcément, il peut y avoir éventuellement des interruptions de connexion, on ne sait jamais. Restez avec nous si c'est le cas, on se reconnectera très très vite. Imanol, n'hésite pas à ne pas répondre, à sortir tes jokers en fonction des questions. On attend vos questions nombreuses, n'hésitez pas. Toutes les questions que vous avez envie de poser à Imanol, c'est le moment, c'est votre moment. Nous, on voulait commencer ce live, Imanol, de façon un peu originale. On sait que mardi, c'était un jour spécial pour toi. Ouais, très particulier. Il me semble que tu as pris 38 ans mardi dernier. J'ai pris, ouais, c'est exactement. Oui, c'est ça. Tu as endossé tes 38 ans, non, tu les portes bien. Donc, on voulait, avec toute l'équipe, te souhaiter un joyeux anniversaire. Merci. Et on en profite pour accueillir Amaya, qui est la directrice de la Villa Koegi. Donc, voilà, joyeux anniversaire, Imanol. Voilà. Gentil, merci. Et on en profite pour faire revenir Amaya quand même, qui est passée trop vite fait à l'écran. Donc voilà, on vous présente Amaya qui vient de reprendre ce super hôtel, la Villa Koegi à Biarritz, il y a 2 mois, au 1er décembre. Le 1er décembre. Une superbe adresse, très conviviale, très cosy, vraiment qu'on vous conseille si vous venez faire un séjour à Biarritz. Donc merci Amaya de nous avoir accueillis avec autant de gentillesse. Merci Imanol d'être venu et à très vite. Donc, bienvenue à tous. Pour démarrer, mon gâteau, tu as le droit de manger ton gâteau. Alors, c'est une petite madeleine au Nutella. Je ne sais pas si les auditeurs la voient très bien. C'est une petite madeleine au Nutella faite maison qui est absolument merveilleuse. On en a d'ailleurs abusé avec Aurore ce matin au petit-déj. Elles sont très, très bonnes. On attend vos questions pour démarrer. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas vraiment bien, même si j'en doute parce que tu as quand même t'es quand même pour beaucoup de monde un immense champion de rugby, en plus d'être une superbe personne. Un rappel sur quelques chiffres sur ta carrière pro. Donc, tu as démarré le rugby à 14 ans. Tu te trompes pas. Oui, je sais, j'ai un peu l'impression, j'ai la pression grave. En fait, c'est mon premier live, je suis pas du tout habituée à faire ça. 14 ans, le rugby. Ton numéro, c'était le numéro 8. J'ai commencé à jouer derrière, enfin, pour les 3/4. Et assez rapidement, j'ai joué devant, j'ai mis un peu le contact. Tu aimais aller au front. Oui, voilà. Voilà. Et d'ailleurs, on t'appelle le Basque bondissant, c'est ton surnom. Oui. Qui est-ce qui t'a dit ça en premier, tu te souviens? Le Basque bondissant, non, ça vient des médias, je pense, de la presse, étant donné que voilà, c'est mon domaine de prédilection, c'est quand même la touche, donc j'étais souvent dans les airs, et donc voilà, le Basque bondissant. 2 titres de champion de France, 5 victoires au tournoi des 6 nations, dont 3 grands chelems, une finale de la Coupe du Monde. Je suis bon? Ouais, une finale Coupe du Monde perdue, malheureusement, en Nouvelle-Zélande en 2011. Très belle finale. Bon souvenir, quand même. Ouais. Justement, on va pouvoir en parler. Comment l'idée, c'est de faire le lien un peu entre. Alors, beaucoup de personnes te souhaitent un joyeux anniversaire. Pas mal de. L'idée, c'est vraiment de faire le lien aujourd'hui. Alors, bien sûr, de répondre à vos questions. Alors, excusez-moi si on n'arrive pas à répondre à toutes vos questions. On a une première question. Bonjour Imanol, merci pour ce live. J'aimerais savoir si tu as toujours eu confiance en toi. Alors, c'est hyper intéressant. En tant que sportif. Ouais, c'est une très bonne question. C'est vrai que la confiance, c'est quelque chose de très important pour un sportif, notamment au niveau. Et non, je n'ai pas toujours eu confiance en moi. Et là, il y a des périodes de doute plutôt importantes quand on est blessé ou alors quand on est dans une mauvaise passe sportive. Et à ces moments-là, c'est vrai que j'ai eu tendance souvent à redoubler d'efforts et de travail pour retrouver de la confiance. Et c'est vrai que quand on travaille dur, les résultats sont là. Alors, pas forcément à court terme, mais sur le long terme, c'est vrai qu'on a toujours des résultats. Et j'ai souvent retrouvé de la confiance par le travail. Donc, tu dirais que plutôt, toi, la confiance n'est pas forcément une nature, tu l'as acquis avec l'expérience, en fait. Non, je suis quelqu'un qui a plutôt confiance en moi. C'est ce que tu m'avais dit déjà. Mais c'est vrai que voilà, notamment dans le sport, c'est quelque chose d'assez cruel. Il y a la blessure contre laquelle tu ne peux rien faire. Et notamment les moments de blessure, tu as beaucoup moins d'entourage, tu as beaucoup moins de soutien, tu te retrouves un peu tout seul. Ça peut t'amener notamment à douter, à savoir est-ce que je vais revenir à mon niveau, est-ce que je vais bien récupérer de ma blessure. Donc voilà, tu essaies de mettre tout en œuvre pour mettre toutes les chances de ton côté pour revenir à un très bon niveau. Bien sûr, il y a plein d'outils qui sont à disposition pour le faire, mais il
faut faire preuve aussi d'une volonté de caractère assez importante. Et c'est vrai que moi, dans ces périodes-là, je me suis un peu recroquevillé sur moi-même et puis j'ai travaillé dur. Et derrière, ça m'a permis de revenir plus fort, je dirais. Tu dirais, alors là je rebondis, hein, c'est pas une question posée par quelqu'un, mais on y reviendra. D'ailleurs, j'ai des questions sur le sujet. On a noté des questions d'auditeurs qui étaient là avant, qui ont posé des questions par mail, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, on vous en remercie. On va essayer de faire des liens logiques. Sur la question de la confiance, tu dirais que toi, en tout cas, ton réflexe quand tu as été en manque de confiance a été compensé par encore plus de travail. Ouais, par une grosse remise en question. Forcément, quand on se remet en question, on se pose des questions aussi sur soi-même. Donc, ça amène une réflexion profonde et importante. Et puis, ça t'amène aussi à douter de tes capacités, à douter de toi. Moi, il y a des périodes, même pas dans ma carrière, où j'ai l'impression que je savais plus du tout jouer au rugby et que j'étais bon à rien. Et finalement, dans cette période-là, ça m'a permis de me regarder dans une glace, de me poser les vraies questions. Le fait de se regarder vraiment dans le miroir et puis de reprendre confiance en moi, de me dire, mais non, quand même, tu sais jouer au rugby, il y a des choses que tu sais faire. Et je crois que dans ces moments-là, il faut savoir aussi s'appuyer sur ce qu'on maîtrise, sur les choses dans lesquelles on croit profondément, même si ce sont des choses simples, et reconstruire là-dessus pour justement se permettre de retrouver de la confiance. Et puis, honnêtement, ça m'a permis aussi de ces périodes-là, de grosses remises en question, de doute, de revenir plus fort, de revenir avec plus de certitude finalement. Voilà. Alors justement, tu parles de te recentrer sur des essentiels. On a une question de Benjamin qui te demande s'il y a des personnalités ou d'autres grands sportifs qui ont pu t'inspirer et sur lesquels justement tu t'es, dans des moments de doute, sur lesquels tu t'es recentré ou qui t'ont inspiré dans ces moments-là ou qui t'ont simplement porté pendant toute ta carrière sportive et qui te portent encore dans ta vie de chef d'entreprise? Ce sont souvent des reportages sur les sportifs, notamment aux Jeux Olympiques, qui deviennent champions olympiques. Et on retrace un peu leur parcours. Et on revoit un peu toutes ces périodes justement où ils ont été blessés ou en difficulté, où ils ont été vraiment seuls et où ils perdaient un peu leur objectif de vue, ou en tout cas leur rêve s'éloignait. Et finalement, à force de travail, d'abnégation, et on voit que ce sont des périodes aussi qui sont très dures, où ces sportifs-là sont très seuls. Et donc on voit la face cachée finalement de l'iceberg, qui est la partie la plus ingrate. Et quand on les voit revenir vraiment à ce niveau-là et réussir à gagner des titres olympiques ou des titres de champion du monde, moi, ce sont des reportages comme ça qui m'ont inspiré. Alors notamment dans la discipline un peu particulière où justement tout se joue sur une course, donc les champions athlétiques, donc les finalistes du 100 mètres, ou comme un skieur en ce moment, on est en plein dedans dans les JO. Complètement. Voilà, sur une seule course, il y a 4 ans de travail qui se joue sur une course. Alors, ce sont des moments qui peuvent être vraiment magnifiques, mais aussi terriblement cruels, parce qu'il suffit de passer à côté le jour J et on met 4 ans de travail à la poubelle. Donc, c'est vrai qu'il faut faire preuve aussi d'une force mentale assez importante. Mais moi, j'admire ces sportifs-là et je me suis souvent inspiré de ces sportifs-là. Est-ce que tu en as un, tu dirais en particulier, avec lequel que tu pouvais appeler ou qui t'a vraiment aidé, quelqu'un qui t'a porté, que ce soit dans le rugby ou dans ta famille ou dans tes amis, une personne qui a été pour toi ton repère, modèle? Moi, mon socle, en tout cas ma force, j'ai toujours aussi été un sportif qui a fonctionné à l'affectif. Et dans ces moments-là, c'est vrai que j'ai eu tendance aussi à m'appuyer sur les membres de ma famille, voilà, sur ma femme, sur mes fils, qui m'ont donné énormément aussi de force. Et voilà, de rester proche des gens qui croient en nous et qui sont là aussi depuis le début. Et je crois que ça permet aussi d'avoir des bases et un socle solide pour pouvoir traverser les épreuves. On a une autre question justement d'Anita, alors tu as peut-être déjà répondu. Comment fait-on pour garder un bon mental? Tu as des trucs et astuces Moi, je sais pas si c'est de bons conseils, mais c'est vrai que quand on est sportif de haut niveau, il faut qu'on fasse énormément attention et prendre soin de son corps. Donc, c'est beaucoup d'efforts physiques, beaucoup de sacrifices. Mais je crois que c'est aussi important de travailler l'aspect mental et de garder un bon équilibre. C'est pour ça que moi, je me permets
permettait une fois par semaine, notamment le dimanche, voilà, de me retrouver entre amis ou en famille et de se faire plaisir aussi au niveau alimentaire, de boire une bonne bouteille de vin. Ça me permettait voilà, de garder un bon équilibre et voilà, je crois que c'est important aussi de se faire plaisir de temps en temps pour être performant. Donc, quelques écarts du moment que ça a nourri le cœur et l'âme. C'était professionnel quelque part, puisque c'était le bon équilibre pour moi, mais ouais, on fait tellement de sacrifices, notamment dans le sport de haut niveau, que ce soit alimentaire, en termes d'hygiène de vie, de rythme de sommeil, etc., pour être performant, qu'on en oublie par moment de vivre. Et je crois que c'est important aussi de vivre pour donner la pleine mesure de ses capacités après qu'on est sur le terrain. Ouais. Ok. Une autre question d'Agathe qui demande si s'entraîner quelques minutes par jour. Alors voilà une utilisatrice de MyWelper à mon avis. Est-ce que s'entraîner quelques minutes par jour, ça peut suffire pour se maintenir en forme? Ouais, tout à fait. Je dirais même d'avoir la réflexion et même ne serait-ce que mentalement de faire des exercices, ça permet de rester en forme, de stimuler son organisme. Alors physiquement forcément aussi c'est bien, mais il n'y a pas besoin de faire. Il vaut mieux faire un peu de sport tous les jours. Oui. Même 5 minutes, que de faire 2 heures une fois par mois, parce qu'en plus là, c'est plutôt néfaste. Et au contraire, donc moi je vous encourage à faire un peu de sport tous les jours. Ouais, ça va vous permettre de stimuler votre organisme, stimuler votre mental et derrière d'avoir des résultats. Ok. On a une suite sur le lien avec le chef d'entreprise que tu es. Parce que, alors effectivement, je ne sais pas si vous le savez probablement pas, ou peu en tout cas. Moi, je trouve qu'on parle beaucoup d'Imanol pour le grand sportif qu'il a été et qu'il est toujours, parce que je pense qu'on reste un grand sportif toute sa vie. On parle beaucoup aussi de la belle personne qu'il est. Moi, j'ai vu énormément d'interviews qui parlent de sa générosité, de son authenticité, de sa fiabilité, de sa solidité. Et effectivement, je confirme. On parle moins, par contre, du chef d'entreprise. Moi, ça a été une vraie découverte quand j'ai rencontré Imanol. On parle moins du grand chef d'entreprise qu'il est devenu. Et justement, l'occasion de ce live, c'était aussi de vous présenter cet aspect-là, de faire des liens. Je sais que derrière l'écran, il y a des employés, il y a des managers, il y a des chefs d'entreprise. Donc, l'idée, c'était aussi de faire le lien. Et justement, on a une question sur ce sujet-là. Les qualités que tu as développées dans le sport t'ont-elles aidé dans ta vie de chef d'entreprise? Ouais, certainement. C'est sûr que voilà, moi, en tant que sportif, j'étais quelqu'un qui ne lâchait jamais rien. Et c'est vrai que quand je me mettais un objectif en tête, j'essayais de faire en sorte, en tout cas, d'avoir toutes les cartes de mon côté pour réussir. Donc, un peu ma devise qui est le never give up, donc ne jamais rien lâcher. Ça, c'est quelque chose qui est très important, même dans les périodes de doute et de difficultés. Voilà. C'est vrai que je ne m'arrête pas au premier obstacle. Et Dieu sait qu'il y en a aujourd'hui quand on veut entreprendre. Et ensuite, ça a été surtout dans mes différentes entreprises aussi l'aventure humaine. C'est vrai que le rugby, c'est un sport professionnel, mais il y a aussi une aventure humaine derrière. Et moi, c'est toujours aussi ce qui m'a fait avancer. Donc voilà, trouver les bonnes personnes avec qui travailler, partager un peu les mêmes objectifs et avoir un peu la même mentalité, ou en tout cas se retrouver au niveau des intérêts pour pouvoir avancer ensemble. Et puis voilà, cette notion aussi de défendre un peu les couleurs de l'entreprise ou de la boîte, porter un peu le même maillot, s'approprier un peu les choses. Moi, les gens avec lesquels je travaille, j'ai envie qu'ils soient acteurs du projet. J'ai pas envie qu'ils soient là juste pour le supporter, ou en tout cas je veux vraiment qu'ils le portent, je veux qu'ils s'en imprègnent, et j'ai envie qu'ils travaillent comme si c'était le leur. Et d'ailleurs, je fais en sorte que ce soit aussi le leur, parce que je les intéresse à pas mal de choses. Je crois que c'est important aussi de communiquer avec les personnes avec lesquelles on travaille pour partager un peu leur vision. Et je crois que on est toujours plus intelligent à deux. Donc, j'essaie toujours de prendre aussi des bonnes idées des gens avec lesquels je travaille. Donc tout ça, en fait, cette vie de sportif de haut niveau, mais en plus cette vie d'équipe, t'as vraiment renforcé. En tout cas, ce que j'entends, c'est que tu cherches à vivre ce que tu as vécu dans le sport. Tu cherches aussi à le reproduire dans tout ce que ça a de bon dans ta vie de chef d'entreprise. Ouais, notamment, au niveau du partage, et puis aussi de la responsabilisation. Je crois que c'est important Moi, j'ai envie de travailler avec des gens responsables, donc je partage pas mal de points de vue, je les écoute,
Je leur demande aussi souvent quel est leur point de vue par rapport à certaines choses, des choses à améliorer. Alors derrière, je réponds souvent positivement à leurs demandes, mais ça les responsabilise aussi parce que je leur dis oui, mais voilà les enjeux et les conséquences. Et donc du coup, c'est aussi du donnant-donnant. J'aime qu'on travaille ensemble pour faire grandir aussi l'équipe, mais c'est important, je crois, de partager, même si c'est moi qui tranche et c'est important aussi qu'il y ait une personne au milieu de ça, même si c'est un mode participatif qui soit là pour orienter et diriger. Il faut un leader dans toute équipe. Mais voilà, je crois que c'est important de communiquer. Et du coup, alors là, c'est une question, on reprendra vos questions. Alors, j'en ai aussi, j'en profite. Tu t'es intéressé un peu à ces modèles, je ne sais pas si tu as entendu parler d'entreprises libérées, ces modèles un peu justement de co-création, de responsabilisation. C'est des choses, ces nouveaux modèles un peu d'entreprise. Alors, on les aime pas, on les critique, on les adore. Moi, je pense qu'il y a des bonnes choses à prendre un peu dans tout. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu t'intéresses ou simplement tu t'inspires de ton vécu sportif? Je m'inspire de mon vécu, de mes différentes expériences, mais je regarde aussi ce qui se fait. Je crois que c'est surtout important d'avoir un cadre et après de laisser de la liberté d'expression dans ce cadre. Je crois que c'est là qu'on peut valoriser aussi les points forts de chacun. Mais je crois que c'est aussi important quand même qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour fixer un cadre et voilà, et donner quand même des directives. Je pense pas qu'on puisse non plus donner les clés et laisser une liberté totale dans une équipe, sinon ça peut quand même partir dans tous les sens. Donc je crois que c'est important pour moi de laisser de la liberté dans le cadre. Ok. On avait une question justement, alors on a plusieurs questions sur ce sujet-là. Il y avait une question sur la confiance que je trouve hyper intéressante qui a été posée par Marc qui nous dit, alors il fait un peu le lien avec l'équipe de France en ce moment de rugby, qui connaît des phases un peu peut-être de remise en question, des moments, une phase où on se cherche, peut-être qu'on ne s'est pas encore trouvé. Il y a eu un changement justement de sélectionneur. Et on a une question sur ce sujet-là. En gros, se faire confiance, c'est un pas. Comment on réussit à créer un collectif quand on n'a pas choisi les gens qui font partie de l'équipe, quand on les apprécie pas forcément. La vie d'une entreprise, c'est aussi ça. On se retrouve entre collaborateurs. On n'a pas forcément choisi les collaborateurs qui travaillent avec nous. Et ben, comment on fait pour aller chercher la gagne? Comment on fait pour aller chercher le plaisir? Pour prendre du plaisir tous ensemble dans la performance quand il faut faire confiance à des gens qu'on apprécie plus ou moins, quand on doit diriger nos efforts dans le même sens. En parallèle avec ce qui se passe dans l'équipe de France un peu en ce moment, comment on fait dans ces moments-là? Oui, on n'est pas obligé déjà, on ne peut pas aimer tout le monde, donc on n'a pas des connexions, en tout cas des affinités avec tous les gens avec lesquels on travaille ou même sur un terrain de rugby dans une équipe. Donc à ce moment-là, je crois que ce qui est important, c'est d'avoir un objectif commun. Ça permet de rassembler et quand on a un objectif commun, ça permet de mettre son ego de côté et de faire en sorte que ce soit l'objectif qui porte l'équipe et le projet. Donc à ce moment-là, forcément, tout le monde met un peu son ego de côté et chaque individu se met un peu au service du collectif finalement parce que c'est l'objectif qui va récompenser l'équipe, mais qui va aussi récompenser l'individu. Et à ce moment-là, c'est vrai que ça peut permettre en tout cas d'amener une énergie positive et de la synergie dans l'équipe pour que tout le monde amène son savoir-faire ou en tout cas amène son énergie positive pour que le projet puisse avancer. Donc là, la notion d'être acteur, forcément, elle est très importante. Et ça permet finalement aussi de réunir tout le monde autour d'un projet commun et d'amener de la cohésion. Donc c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui au niveau de l'équipe de France. Il y a pas mal de joueurs qui ont peu d'expérience, qui ne se connaissent pas. Et donc on leur demande aussi d'être acteurs un peu du projet, de donner aussi chacun doit donner son avis pour savoir si ça lui convient, si ça lui convient pas. Alors à un moment donné aussi il faut trancher. Il y a un manager qui est là pour ça. Mais au moins les joueurs quand ils rentrent sur le terrain, un peu comme dans une entreprise, quand ils vont les bosser, ils ont de la conviction dans ce qu'ils vont faire parce que c'est eux qui ont demandé à faire telle ou telle chose ou en tout cas amener une situation d'une façon ou d'une autre en fonction de ce qu'ils se sentent capables de faire. Et je crois que ça peut permettre à ces joueurs de trouver aussi des automatismes, de travailler ensemble et puis petit à petit de trouver de la cohésion. Alors ça se fait pas du jour au lendemain parce que forcément après aussi pour trouver de la confiance,
ça passe aussi par des résultats. Et voilà, mais une équipe aussi, elle se construit, même quand on a affaire à des individus qui se connaissent pas et puis en plus qui s'affrontent indirectement tous les week-ends en championnat. Oui, Donc, c'est vrai. C'est encore plus compliqué, c'est effectivement. encore plus compliqué parce qu'on doit travailler avec des gens avec lesquels on est en concurrence. Donc, puis il y a toujours aussi de la concurrence au sein de l'équipe, mais ça permet Comme au sein d'une d'amener entreprise. aussi une certaine émulation. Et il faut réussir à ce que ce mode participatif, eh bien, il amène une certaine émulation saine. Ok. Donc, tu dirais que, en gros, si tu devais donner un conseil à un manager qui arrive dans une équipe ou dans une entreprise qui connaît un peu des moments compliqués, il doit fédérer son équipe. Alors, si je résume bien, c'est d'abord de recentrer l'équipe autour d'un objectif commun, en ayant aussi demandé à chacun quelle part il avait envie de jouer dans ce projet-là, et ensuite de laisser le temps à la cohésion de se faire, tout en créant des automatismes de travail ensemble, qui nous amène vers l'objectif, et puis peut-être de valoriser les réussites, les expériences positives créées pour justement renforcer la confiance de l'équipe. C'est un peu ça? Ouais, je crois que c'est aussi très important d'attribuer des rôles spécifiques. Voilà, comme ça, chacun que les rôles soient clairs. C'est la place qu'il a à jouer. Parce que forcément, quand les rôles sont pas bien attribués, ben, on empiète un peu sur le rôle du voisin, ou en tout cas, on pense mieux faire que l'autre. Et donc, ça devient un peu compliqué à gérer. Je crois que c'est important aussi que chacun ait sa place. Certains rôles, qu'il y ait certains leaders qui soient bien identifiés et qui soient responsables de certains domaines. Donc, sur un terrain de rugby, ça peut être l'organisation du jeu, la touche, la mêlée, voilà, certains secteurs prédéfinis. Et chacun reste à sa place. Et je crois que c'est plus facile après pour chacun d'amener sa pierre à l'édifice. Alors pour rester un peu sur cette, je vois vos questions, je vais y revenir. Donc, on les voit pas, il y en a trop. Pour être dans la lignée du manager, on avait une question de Michael qui nous a demandé quel type de manager tu étais. Non, ça, je sais pas, j'étais sûre que tu allais répondre ça. Faut aller demander à mes équipes. Il faut demander aux gens personnes avec lesquelles je travaille. Toi, tu te ressens comment? C'est dur à se définir. Déjà, je suis un jeune entrepreneur, donc j'ai pas non plus. Je peux pas dire l'inverse puisqu'on a le même âge, donc je vais pas te charrier sur ton âge. Derrière moi, mais non, je pense que moi j'aime en tout cas, voilà ce que je dis souvent aux personnes avec lesquelles je travaille, c'est surtout de jamais fermer la communication. J'aime quand les choses sont dites. Parce que voilà, ça permet de suite de crever l'abcès, de pas se laisser envenimer. Et alors forcément, moi c'est un peu particulier parce que j'ai tendance peut-être un peu à impressionner aussi les gens avec lesquels je travaille de par de ma stature ou le rôle que j'ai joué dans le rugby, mais je suis quand même quelqu'un d'ouvert à l'écoute. Et puis j'aime bien les personnes aussi qui vont exprimer leur ressenti, leur désaccord, parce que je crois que ça fait avancer énormément aussi les choses quand on exprime ce qu'on ressent. Et voilà, après forcément c'est moi qui prends la décision, je suis quelqu'un aussi de directif, mais j'aime savoir ce que pensent aussi mes collaborateurs. Tu es soucieux de leur bien-être? Ben, je veux qu'ils se sentent aussi écoutés, même comme je le disais, même si c'est moi qui prends la décision et si je suis pas d'accord, mais au moins on exprime son désaccord, ça permet déjà d'avoir une discussion. Et je crois que c'est important de discuter. Je crois que quand il y a un échange qui se crée, ça valorise tout un chacun et on se sent écouté. Alors, ça permet d'ouvrir une discussion et de faire avancer les choses pour moi souvent. Donc, il faut pas non plus faire des points que quand tout va mal. Je crois que c'est aussi important de faire des points quand tout va bien pour faire avancer aussi les choses. C'est vrai. Donc, je suis quelqu'un qui va de temps en temps pousser un peu pour amener des débats ou des discussions. Autour de certaines problématiques, ou en tout cas aussi autour de choses qui fonctionnent bien. Essayer de voir tout le temps où est-ce qu'on peut améliorer le travail de l'équipe. Donc, c'est difficile de se résumer, mais voilà, je suis quelqu'un aussi qui aime quand les choses avancent. Je ne veux pas dire que je suis impatient, mais j'aime bien que. Mais si un peu. J'aime un mode participatif, mais j'aime aussi travailler avec des personnes qui anticipent, qui sont actives, et il faut être acteur du projet. Ouais.
Je l'ai pas dit, mais je vais en profiter pour le dire. Et puis, je vais en profiter aussi pour faire une petite publicité pour tes. Alors, c'est pas des restaurants, c'est plutôt des caves à vin avec des pinchos. Donc, tu as ouvert. Ce sont des restaurants, ok. Les contrebandiers, donc tu en as 3. Oui. C'est ça. Tu t'es lancé dans le négoce de vin avec les passeurs de vin. Exactement. Donc, du bon vin, de la bonne bouffe. T'es consultant Canal+, alors ça, effectivement, c'est la phase visible. Là, on est plus lié au sport. Et tu organises des stages de rugby, donc les stages Imanol pour les enfants et les jeunes. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses. Tu as une équipe de collaborateurs tout cumulé de. Je sais pas. Combien de personnes? Pas compter parce qu'il y a des entreprises qui sont aussi en train de grossir. Donc, on fait aussi appel à des intervenants extérieurs. Voilà, pour revenir un peu sur ce que je fais, je sais pas. Ouais, c'est vrai. En tout cas, c'est un métier passion. Moi, j'essaye aussi de faire des choses qui me correspondent, dans lesquelles je m'épanouis, dans lesquelles je prends du plaisir. J'ai la chance aujourd'hui de travailler aussi avec des équipes, des collaborateurs avec lesquels je partage aussi une certaine vision. Et on essaye aussi de mettre en place des choses, notamment autour des restaurants et de la gamme des vins qui se renforcent. Il y a aussi de nouveaux projets qui arrivent derrière. Moi, j'ai travaillé aussi toujours à côté du rugby, notamment les stages de rugby. Ça fait très longtemps que tu es chef d'entreprise. Assez tôt, finalement. Le rugby, pour moi, c'est toujours resté quand même un sport, même si j'ai très bien gagné ma vie et que j'ai été professionnel pendant 17 ans. Mais c'est avant tout resté un sport. J'ai toujours mis en avant la notion de plaisir. Et ça m'a permis aussi derrière d'investir dans d'autres entreprises. Du coup, pour moi, c'était le vrai travail, c'était de travailler à côté, de lancer des nouvelles entreprises. Assez tôt, j'ai lancé la société de stage de rugby. Ça me permettait aussi de garder le lien avec les jeunes parce que j'aime beaucoup transmettre, partager avec les jeunes. Donc, je fais des stages de rugby à Biarritz depuis plus de 15 ans. Tu as créé ça, tu avais 20 ans, 21 ans, non? Ouais, 22 ans. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est ta première société? Oui. Ok. Voilà, et puis derrière, j'ai une marque aussi de prêt-à-porter. Ah oui, ça, je ne l'ai pas cité. Je pensais que tu l'avais plus. Pendant 7 ans, donc en parallèle de mon activité sportive. Ok. Mais ça m'a toujours permis, en tout cas, de travailler à côté, de m'investir dans un domaine professionnel aussi, de garder. Alors, forcément, j'y affectais le temps que je pouvais. La priorité, c'était quand même le sport. Mais ça m'a permis de garder aussi un certain équilibre. Parce que le sport, c'est bien quand on gagne et quand tout va bien, mais il y a quand même des périodes qui sont bien plus compliquées, où on n'est plus sous les feux des projecteurs, où on est blessé, on n'est plus sur le terrain, et à ce moment-là, on se retrouve quand même un petit peu tout seul. Et ça m'a permis, moi, de m'investir un peu dans autre chose et de revenir finalement avec beaucoup d'énergie et de fraîcheur aussi sur le terrain. On a Benjamin qui a une excellente question qui m'intéresse, qui intéresse l'équipe de MyWelper très directement. Les contrebandiers à Nantes, c'est pour quand? Alors les contrebandiers, aujourd'hui, on a lancé le premier restaurant à Biarritz. Donc c'est un concept qui s'articule autour de la pinchonomie, donc les fameux pinchos qu'on trouve notamment du côté de Saint-Sébastien, plein de petites cassolettes avec lesquelles on connaît moins chez nous les pinchos. Lesquelles on partage, tout le monde partage un peu les bons petits plats. Donc c'est Vivien Durand, chef étoilé qui est à Lormont aujourd'hui, qui a gagné le championnat du monde de concours de pinchos en 2009 à Saint-Sébastien. C'est le seul français. Félicitations Vivien. Bravo. Et donc là, c'est pour la partie gastronomique. Et pour la partie vin, donc c'est Lionel Osmer, qui est négociant en vin dans le sud-ouest, qui a sa gamme aussi des vins de sud-ouest. Donc on met en avant forcément les vins les cépages du sud-ouest, les vins étrangers aussi, puisqu'on a la maison de négoce qui s'appelle Les Passeurs de Vin, qui importe des vins étrangers en exclusivité en France, donc notamment des vins espagnols, mais aussi des vins italiens, allemands, argentins. Il y a un univers qui va s'ouvrir aujourd'hui vers l'Autriche, le Portugal, l'Afrique du Sud et peut-être la Nouvelle-Zélande, en tout cas des pays un peu aussi à connotation rugbystique. Et donc l'esprit, c'est du sérieux sans se prendre au sérieux. C'est surtout de véhiculer aussi un peu les valeurs du Sud-Ouest et le bon accueil du Pays Basque, de passer un bon moment, de manger bon, de bien boire. Donc je pense que ça peut correspondre aux attentes des gens
des Nantais, donc peut-être à Nantes. Et il y a Marseille qui attend aussi, Célia. Alors, si je reprends le message de Célia, Imanol représente le Pays Basque Marseille. tellement bien, le rugby, le vin, la bonne bouffe. J'adore, je te trouve très humble et très touchant. Il l'est, je confirme. Pratiques-tu d'autres sports mis à part le rugby? Alors, c'était une question qu'avait Benjamin aussi un peu plus haut. Moi, je sais que oui, mais tout le monde ne le sait pas. Tu es très doué quand même dans plein d'autres sports que tu faisais d'ailleurs avant le rugby. Ouais, j'ai commencé, c'est vrai que tu l'as dit en préambule, j'ai commencé à 14 ans. Ouais, le rugby, assez tard finalement. J'ai 14 ans, donc vraiment tardivement le rugby. J'ai fait un peu tous les sports qu'il y avait. Je suis originaire donc, de Saint-Jean-Pied-de-Port, petit village auquel je suis très attaché aussi en passant. On va parler de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est le plus beau village de France aujourd'hui. C'est vrai, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est un classement qui a été fait dernièrement. Saint-Jean-Pied-de-Port, on pense à vous. Et donc j'ai pratiqué un peu tous les sports qu'il y avait là-bas. Donc j'ai fait beaucoup de natation, de tennis, de judo, de pelote. J'ai même joué au foot. Je pratiquais beaucoup de basket. Alors ça pas en club parce que il n'y avait pas de club de basket à Garassi. Donc beaucoup de sports en tout cas de balle. Et je pense que ça m'a permis de développer une certaine dextérité qui m'a bien servi dans le rugby par la suite. Et aujourd'hui, je pratique pas mal la pelote, donc en trinquet. T'as un bon niveau d'ailleurs, très bon niveau. C'est très ludique. Et il y a beaucoup de sens d'anticipation, de trajectoire de balle. On joue aussi des deux mains, donc ça permet de travailler un peu sa dextérité. Et puis pour remplacer un peu le rugby, je me suis mis à la boxe. Donc voilà, c'est assez plus pour me défouler, pour travailler un peu mon cardio et puis garder une bonne forme physique et être dynamique. Donc ouais, c'est un bon substitut. Il y a une question intéressante de Michael là, qui nous dit toujours attaché au monde agricole. Alors, tu n'en as pas parlé et tout le monde ne le sait pas forcément, mais toi, tu as vraiment un ancrage agricole. Ton papa était… Maquignon, il est toujours. Voilà. Donc, il a une exploitation et il était négociant de… bovin, ouais, voilà, c'est ça, hein? Je vais résumer. Ça plus facile peut-être. C'est ça, je te laisse. C'est du négoce de bestiaux. Donc on achète des bêtes en France et on les vend à des clients en Espagne qui vont les engraisser par la suite. Donc voilà, ça fait quelques générations. Il y a mon grand-père avant lui qui faisait beaucoup de chevaux, mon arrière-grand-père aussi. On a une société de bus, donc il organisait des déplacements pour les gens qui allaient vendre leurs produits et leurs bestiaux sur les marchés. Il faisait aussi de l'élevage de cochons à l'époque. Voilà, mon grand-père fait beaucoup de bovins, donc des broutards, des petites vaches, on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, voilà, c'est un négoce très important. On ramasse du bétail un peu sur toute la France et on a beaucoup de clients en Espagne. Donc, moi, j'ai commencé comme ça quand j'avais… T'étais avec ton père sur les marchés. C'était mon job d'été, toute la semaine sur les marchés. Et à l'âge de 18-19 ans, d'ailleurs, j'étais aussi sur le marché avec mon carnet d'achat. J'achetais des bêtes sur les marchés. Donc ton père t'envoyait pour que tu ailles… Moi, j'étais prédestiné en tout cas à reprendre l'affaire familiale, prendre la suite, comme on dit. Et donc, j'ai grandi dans ce milieu-là, mais qui me plaisait beaucoup d'ailleurs. Donc, le sens du commerce, puis le contact aussi avec les vendeurs, puis le bétail aussi. Et la nature, j'imagine aussi. J'ai toujours été très proche aussi de la nature. Quand j'étais jeune, on ramassait les chevaux, on les sellait, on partait avec les copains quand on avait 13-14 ans en montagne pendant 3-4 jours. Donc j'ai un rapport assez proche. En tout cas, j'aime bien être dans la montagne. Ouais. Donc voilà, toujours attaché au monde agricole. Mon père travaille toujours énormément. Je suis toujours à l'activité. Ton père est toujours en activité? Oui, bien sûr. Il a 68 ans, il est en pleine forme. Alors, on l'embrasse, c'est ça. Il n'est pas devant Facebook. Oui, mais c'est pas grave. En replay, il pourra avoir le bisou de toute l'équipe. Donc, voilà, pourquoi pas un jour aussi de me rapprocher. Aujourd'hui, j'ai envie de me rapprocher un peu c'est vrai qu'on a pas mal de terres, on a des centres d'allottement et pourquoi pas demain voir une autre activité parce que ce qu'il fait lui, c'est vraiment très dépendant de sa personne. C'est plus de 40 ans de négoce sur les marchés, etc. C'est une personnalité, ce métier-là? Oui, mais lui, déjà, c'est une très forte personnalité. Ouais. Mais c'est vrai que dans ce milieu-là, on rencontre aussi des personnalités fortes. Il y a l'importance de la parole, parce que sur les marchés, on n'y est pas avec la carte bleue, donc on se tape dans la main, on fixe un prix. Et c'est vrai que la valeur de la parole est très importante. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas beaucoup aujourd'hui
dans la société. Et voilà, c'est vrai que c'est resté comme ça, même maintenant. C'est resté comme ça, ouais, c'est resté comme ça. Bon, ils sont passés quand même aux euros, mais c'est resté comme ça, ouais. C'est un milieu vraiment à part qui, quelque part, qui va aussi petit à petit disparaître. Mais je crois qu'il y a des choses à faire voilà, autour de l'engraissement, peut-être de la viande. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un aussi qui aime bien les bons produits. Donc, Je pense que les auditeurs l'auront bien compris. pourquoi pas demain développer peut-être voilà, de l'engraissement ou vendre de la viande en direct. Je sais pas, on va voir, on va y réfléchir. D'ailleurs, je t'ai posé la question avant le live, mais effectivement, tu avais ce projet éventuellement de reprendre. Donc, tu as toujours un peu ce projet de faire quelque chose avec l'histoire qu'a créé ton papa et ton grand-père avant. C'est toujours quelque chose que tu as en projet de faire évoluer. Tu es toujours comme ça. J'ai l'impression que tu es toujours… Ben, c'est une histoire aussi de famille. On a pas mal de terres. Voilà, c'est vrai que dernièrement aussi, je suis allé voir certaines terres pour voir si on peut pas y planter un peu de la vigne. Alors, c'est pas pour faire du business de suite parce que pour exploiter, c'est un long travail. une vigne, il faut attendre au moins 10 ans. Mais voilà, aussi pour pérenniser un peu notre patrimoine. Et puis voilà, j'ai aussi 2 fils. J'ai envie de faire aussi, quand je fais des choses, c'est aussi en pensant à l'après, à leur avenir. Et puis voilà, c'est vrai que le nom de famille, c'est quelque chose d'important. Donc, je suis aussi heureux d'avoir 2 fils. Donc, ouais, c'est la transmission. En tout cas, la porte n'est pas fermée. Je vais voir aussi comment se développent mes différentes activités. Parce que j'ai beaucoup de différentes activités aujourd'hui. J'ai un peu de mal à organiser mon emploi du temps. Mais ça, c'est normal parce que ça fait pas longtemps que j'ai arrêté de jouer aussi au rugby. Donc, ouais, mais je suis aussi très proche voilà, de ma famille. On est souvent aussi à Saint-Jean-Pied-de-Port, donc je trouve que c'est important aussi de cultiver, de transmettre et puis d'entretenir ce qu'on nous laisse. Alors justement, il y avait une question tout à l'heure, je l'ai laissé passer, mais que je trouvais hyper intéressante et je fais le lien du coup. Béatrice demandait, et ça c'est une vraie question qu'on nous demande souvent, c'est une vraie problématique que nous on rencontre souvent, qui nous est souvent en entreprise. Dans tout ça, comment l'équilibre vie pro, vie perso, comment tu t'en sors quand on est chef d'entreprise, qu'on a autant d'activités, qu'on a parce que toi tu as le côté représentation en plus, tu es très présent, Canal+, tu fais des pubs, tu vas à droite, à gauche, tu as quand même toute cette partie-là. L'équilibre vie pro, vie perso, comment tu t'en sors? Tu as des trucs, tu as des astuces, tu as des règles? Si vous en avez d'ailleurs, je suis preneur. Imanol est preneur d'astuces, donc n'hésitez pas à partager vos trucs et astuces sur le Facebook parce qu'Imanol prendrait bien aussi quelques trucs. Non, c'est sûr, c'est compliqué parce que voilà, je bouge beaucoup, donc je le savais aussi que déjà quand j'étais sportif de haut niveau, je bougeais beaucoup, donc j'étais pas énormément à la maison, mais c'est vrai que c'était une vie qui était quand même structurée, voilà, avec les entraînements, on partait le week-end. Puis il y avait les saisons, le côté saison. On savait quand c'est qu'on était en vacances. Bon, voilà, c'est vrai que c'était quand même très, très structuré. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins puisque j'ai quand même pas mal d'activités. Donc, j'essaye quand même un jour par semaine d'être à la maison, de profiter aussi un peu de ma famille. Mais je suis notamment en déplacement les week-ends parce que je suis consultant Canal+. La semaine, je suis amené aussi à bouger de par mes différentes activités. Donc, c'est un peu compliqué. Mais de l'autre côté aussi, je me dis que c'est dommage de pas vivre un peu tout ça, de pas répondre positivement aux opportunités qui s'ouvrent à moi, en tout cas d'essayer certaines choses, après de voir si ça me plaît ou pas. Je sais qu'il y a des choses qui vont se développer, d'autres que je vais arrêter aussi. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie non plus de fermer la porte, de me dire de passer à côté d'expériences aussi humaines. Il y a beaucoup de choses aussi que je fais, non pas forcément que pour le côté financier. Ce sont certaines expériences qui sont enrichissantes, donc j'essaye de répondre le plus possible, en tout cas le plus positivement possible aux sollicitations, tout en développant mes entreprises. J'essaye aussi quand même de garder un peu de temps, forcément pour ma famille. Mais bon, voilà, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et alors, il y a des périodes qui sont un peu compliquées à gérer, mais bon, voilà, je pense qu'avec le temps, je vais réussir à organiser un peu mieux mon emploi du temps. L'impression que ça me donne, c'est vrai. Alors, je l'avais déjà perçu, mais je le perçois encore plus maintenant. C'est ce côté, la vie est courte et t'as envie de vivre des choses, quoi. T'as envie de vivre des choses, t'as envie de faire des rencontres, t'as envie de faire des expériences, t'as envie de vivre des projets, que ça marche ou que ça marche pas. Et on retrouve le côté, passionné, quoi. T'as envie de vivre des choses.
Oui, alors bon, c'est prenant aussi, donc Ah oui, il y a des périodes aussi où je me dis je vais tout arrêter, donc j'en ai marre, stop. voilà. Et puis après il y a des périodes où le sportif qui est en moi reprend le dessus et où, voilà, où j'ai envie de faire plein de choses, et voilà, avec beaucoup de dynamisme et d'énergie. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est énergivore comme on dit, et forcément il y a des périodes où j'ai un peu moins d'énergie, qui sont un peu plus compliquées. Où les problèmes aussi s'accumulent, mais bon, je sais aussi que quand on passe les problèmes, c'est souvent derrière des problèmes aussi, ou en tout cas des situations compliquées et complexes, qu'il y a les plus beaux projets qui aboutissent et qu'il y a les meilleures choses qui sont aussi à vivre. Donc voilà, je me laisse pas, voilà, je garde confiance et je garde l'enthousiasme, en tout cas, voilà. Ouais, t'es quelqu'un d'enthousiaste. Ah, j'essaye, ouais, j'essaye. Ouais. Ok. Le live touche à sa fin. Est-ce que toi, Déjà? Bah oui, déjà, il est 45, quasiment. Toi, tu aurais une conclusion sur comment, voilà, un peu les secrets pour être bien avec soi, avec les autres, deux, trois petits trucs qui t'aident et puis qui te boostent aussi dans les moments où ça va pas. Si tu devais retenir 3 grands mots, t'aurais quoi? Revenir à l'essentiel, se faire plaisir. C'est dur parce que je crois qu'on a Chacun un notre recette. fonctionnement, on a chacun un fonctionnement différent aussi. Et enfin, j'essaie en tout cas d'être très respectueux du fonctionnement aussi des autres, parce que par moment, moi, C'est vrai. j'essaie d'avancer et les choses ne suivent pas, et donc j'ai un peu de mal à l'accepter. Et quelque part aussi, je me dis qu'on fonctionne tous quand même différemment. Oui. Et je crois qu'il faut aussi voilà, que chacun trouve sa place. Donc, je relativise aussi beaucoup de choses par rapport à ça. Après, non, moi j'aime bien partager mes expériences. Je ne crois pas avoir la science infuse. Et Ouais. en tout cas, je ne suis pas donneur de leçons. Voilà, je crois que c'est important en tout cas voilà, quand on entreprend quelque chose, de se donner les moyens de réussir. L'échec, pour moi, c'est quelque chose qui fait partie en tout cas de l'entreprise, ou en tout cas quand on décide de faire quelque chose, c'est une option et il faut pas s'en cacher. Et je crois que justement, l'échec, c'est quelque chose qui peut servir à grandir, et c'est souvent derrière un échec qu'on accomplit des très belles choses, et ça permet souvent aussi de réussir à développer et en tout cas atteindre des objectifs. Donc je crois qu'il n'y a que celui qui n'essaie pas qui ne se trompe pas, et je crois que à partir du moment où on essaye, on peut se tromper, et c'est pas parce qu'on réussit pas qu'on n'était pas sur le bon chemin. Je crois Ou qu'on n'était pas bon. Ouais. Et voilà, donc moi, si je peux donner un conseil, c'est toujours de garder espoir, de redoubler de travail quand ça n'a pas marché, parce que derrière, forcément, quand on entreprend et qu'on a des convictions dans ce qu'on fait, ça réussit à un moment ou à un autre. Donc voilà, garder espoir, ne lâchez rien, restez enthousiaste, et puis je crois qu'il y a plein de choses à faire pour les gens motivés, donc voilà. Moi, ce que j'ai retenu en tout cas de ce live, si je peux partager avec vous mon résumé, alors n'hésitez pas après à continuer à commenter sur notre page Facebook quel est votre ressenti et puis quels sont vos trucs et astuces, vos recettes. Moi, ce que j'ai retenu ce que j'ai retenu en tout cas de ce live, c'est de se dire que dans les moments plus difficiles, de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, il est pour chacun différent. Ça peut être la famille, ça peut être des moments de plaisir avec des amis, ça peut être la nature, ça peut être plein de choses. Le voyage, un bon apéro que vous pouvez d'ailleurs créer avec les Well Times sur MyWelper, faut pas hésiter, entre collègues pour revenir à l'essentiel au travail aussi, c'est important. Donc revenir à l'essentiel, ne jamais oublier la question du plaisir. Savoir se faire plaisir, donner de la liberté dans le cadre, mais selon toi, en tout cas, et je partage aussi, le cadre est important. Avoir une forme de rigueur aussi, d'entraînement. Je retiens qu'en tout cas, dans les recettes de la réussite comme du bonheur ou du bien-être, eh bien, des petites touches régulières valent mieux que des grosses touches exceptionnelles. On a pas mal de. J'aime l'idée de l'apéro. Merci pour tes réponses. Alors beaucoup de personnes te remercient. Effectivement, moi aussi je te remercie. En tout cas pour ta générosité, c'est toujours un plaisir de partager avec toi des moments. Et on a la chance avec MyWelper, effectivement l'équipe MyWelper de partager des moments avec toi qui sont à chaque fois très enrichissants. Et on essaie du coup de vous les faire partager à vous aussi. Le live touche à sa fin, donc moi je vais vous donner rendez-vous dans un mois avec un nouveau live et un nouvel invité
surprise. La date vous sera communiquée très bientôt, ce sera plutôt fin mars. Imanol, moi je te propose de terminer ce live. Tu sais ce que je vais te dire. Il sait ce que je vais lui dire. Je lui ai déjà demandé avant, mais vous le savez pas. Je te propose de terminer par une petite touche marrante parce que c'est important de garder une âme d'enfant. Une âme d'enfant. Ouais. Et c'est surtout, moi, ma recette, c'est de se dire soyons sérieux et faisons du bon travail sans nous prendre au sérieux, parce que finalement tout ça, c'est du plaisir. L'important, c'est la vie. L'important, c'est aussi maintenant. Et on peut être pro sans se prendre au sérieux. Je te propose de créer le rituel qui sera le rituel de la fin de tous les lives. Je te propose de finir sur la grimace de fin. Je te propose qu'on sorte notre plus belle grimace pour nos auditeurs. Et on vous demande d'ailleurs, n'hésitez pas à vous prendre en photo avec votre plus belle grimace et à la partager avec nous sur le fil Facebook. On va lancer le concours de la plus belle grimace. T'es prêt? On y va pour dire au revoir à nos auditeurs. T'es parti? Merci, à bientôt. À bientôt. 1, 2, 3. Salut tout le monde, à bientôt.